en œuvre de la couverture santé universelle, qui vient encore une fois mettre l'emphase sur ou enfoncer le clou sur la nécessité de la multisectorialité. Et donc, ces interventions essentiellement en rapport avec la nutrition, tout ce qu'on a fait, c'est de les inscrire dans le cadre du processus de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, en commençant bien entendu par le premier palier, qui est la santé de la reproduction de la mère, de l'enfant, du nouveau-né, de l'enfant et l'adolescent, ainsi que la promotion de la nutrition. Ça, c'est le premier paquet de la couverture santé universelle. Et vous avez suivi récemment le lancement de la gratuité des maternités. Donc pour nous, c'est une opportunité de taille parce que quand vous avez la mère, vous avez l'enfant, vous avez toute la famille. Et donc c'est une opportunité pour pouvoir adresser les interventions en rapport avec la nutrition. Donc la notion de la couverture santé universelle, son opérationnalisation, de mon point de vue, reste un élément de taille à souligner dans le cas de cette multisecteur. D'accord, merci bien. Et il apparaît clairement à travers toutes vos réponses qu'il y a des interventions qui vont dans ce sens-là même actuellement. Mais comment décrivez-vous la collaboration entre vos différents secteurs? Avez-vous des expériences positives sur cette collaboration dans la manière de mener vos interventions actuellement? Et peut-être aussi quelques difficultés que vous avez dans ce sens-là? Je crois qu'il y a des expériences, effectivement, le cas du projet multisectoriel de nutrition et de santé, qui a permis en fait de mettre ensemble les différents secteurs pertinents, ou secteurs clés, en rapport avec la question de nutrition. Et nous avons une plateforme de coordination qui permet à ce que nous pouvons à tout moment, au regard des cahiers de charges de chaque secteur, pouvoir faire le point pour dire comment on avance pour qu'in fine, la résultante impacte sur l'état nutritionnel des enfants essentiellement. Mais il y a des défis, effectivement. Les défis restent, de façon globale, c'est la participation effective. Et je crois qu'il faut encore communiquer davantage parce que, par moment, on a toujours vu la santé comme étant, c'est la santé qui est responsable. La santé n'est pas responsable. La santé n'est pas plus importante que d'autres secteurs. Et ça, je crois qu'il faut encore travailler davantage là-dessus. Ce qui fait que par moment, vous avez des participations qui ne sont pas vraiment très, très remarquées de la part d'autres secteurs. Parfois, on vous envoie des personnes qui, on se pose même la question, est-ce qu'il va restituer à quel niveau? Et on a difficile des discussions mais comme c'est dans le cas d'un projet, parce qu'il y a derrière aussi certains appuis qui permettent à ce que les différents secteurs puissent profiter pour mettre en œuvre leur plan, je crois qu'il faut bien réfléchir, ça c'est une question importante, comment avoir un modèle efficace de coordination de cette plateforme multisectorielle pour permettre à ce que chaque secteur joue son rôle. Il y a cette question de redevabilité qui va être relevée, parce que souvent moi j'appelle ça la multisectorialité passive de représentation, mais il faut que ça soit une multisectorialité de redevabilité active, qui fait que chaque secteur puisse rendre compte de son cahier des charges en termes de mise en œuvre. Voilà. Ok, merci. S'il vous plaît, vous avez parlé d'une plateforme de coordination. De quelle plateforme il s'agit et qui coordonne cette plateforme? Comme je disais, vous avez souhaité qu'on vous donne quelques exemples, c'est au niveau du projet. Le projet multisectoriel. Voilà, le projet multisectoriel, nous avons une plateforme où nous rencontrons les différents secrétaires généraux au regard des interventions alignées derrière chaque secteur pour faire le plan de mise en œuvre. Voilà. Et il faut dire aussi que la santé, étant donné qu'il y a un recul en matière de gestion de projet, a pu impacter positivement les autres secteurs dans la préparation des dossiers, ainsi de suite. Parce que ça, c'est
c'était des problèmes qui se posaient. On a constaté, par exemple, pour certains secteurs, il y avait des défis en matière de tout ce qui était là, des dossiers en amont. Et donc, le fait d'être ensemble, ça des interventions autour de ce projet. Merci. Oui, est-ce que la pêche et l'élevage, s'il vous plaît? En quelques mots alors, on va donner aux autres secteurs sensibles. Ça va. En quelques mots, je peux dire que la coordination par rapport à la multisectorialité, nous sommes liés au mouvement SAN. Je pense hier, vous avez vu le représentant, la représentante du mouvement SAN qui a parlé en ligne. Et au niveau national, il y a un coordonnateur du mouvement SAN qu'on avait parlé hier, c'est le conseiller principal du chef de l'État en charge de santé et bien-être. Il y a maintenant le comité. Dans ces comités, il y a des sous-commissions du secteur SAN. Il y a commission des scientifiques, commission des sociétés civiles. Donc chaque comité se retrouve, chaque commission, pour réfléchir de manière multisectorielle. En province, les responsables, c'est le gouverneur qui est le représentant du comité multisectoriel. Et les gouverneurs travaillent avec les autres secteurs qui l'accompagnent pour la réussite de son mandat. Et le premier comité exécutif en province, c'est la division provinciale de la santé. Et puis, il y a le premier vice-président, le deuxième. Là, maintenant, on voit si c'est le ministère de l'Agriculture ou du plan qui doit prendre la première place et l'autre deuxième place. Chaque mois ou trimestriellement, ils devaient se retrouver pour réfléchir de manière multisectorielle le problème de la nutrition. Et le coordonnateur de la nutrition doit donner la matière auprès du CD, ensemble les amène auprès du gouverneur. Merci. Donc nous espérons que ce forum sera aussi l'occasion pour redynamiser donc, les différents réseaux du mouvement SAN. Oui, honorable, après on revient vers vous. De la parole, la collaboration en tant que parlementaire, je demanderais à ce que ça soit vraiment une collaboration franche et sincère. Pourquoi j'ai dit cela? Tout à l'heure, j'ai suivi le représentant du ministère des Pêches et Élevages en train d'expliquer tous les projets qu'ils ont dans les secteurs. C'est ça, non? La distribution des semences et autres. Ben, c'est bien, d'ailleurs, j'encourage. Mais il y a une chose. Vous savez que ces secteurs souffrent depuis longtemps par manque de cadres juridiques. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que ces ministères ne puissent pas avancer. Alors que dans les autres pays, c'est un ministère très important. Pourquoi j'ai dit ça? Je peux donner un exemple. Aujourd'hui, nous prêchons pour que nous n'ayons plus la malnutrition ou l'insécurité alimentaire. Nous devons avoir un repas équilibré. Mais regardez ce qui se passe dans notre pays. Le ménage préfère manger soit les légumes accompagnés des cuisses de poulet qui viennent d'ailleurs. Alors que notre pays, nous avons des espaces pastoraux que nous pourrions plutôt utiliser pour avoir la bonne viande. Mais nous ne les utilisons pas. Nous ne les utilisons pas parce que nous n'avons pas cette culture. Nous avons la loi. Les autres personnes s'intéressent à la loi, mais nous-mêmes ici, même le ministre, je vis le directeur des pêches et élevages, et non pas pêche et élevage, de l'élevage, qui est... Nous n'avons pas vu le ministre. Alors qu'il s'est plaint un jour que dans son ministère souffre par manque de ces cadres juridiques. Vous allez distribuer, mais le secteur n'est pas encadré. Je vis un éleveur perd plus de 100 têtes de ses bêtes en une seule journée. Et
Voilà, ça c'est quelques difficultés qu'on rencontre effectivement. Oui, mais monsieur le représentant du secrétaire général a empêché les vaches. Oui, vous pouvez utiliser ce micro. Micro à lui. Sinon, utilisez le micro. Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Vraiment, je remercie l'intervention de Madame l'Honorable et votre accompagnement, votre soutien, parce que vraiment nous souffrons des problèmes des lois qui sont obsolètes dans notre secteur. Nous avons encore des lois qui datent de 1937 et ça pose des problèmes. Des lois là où on nous traite encore des indigènes. C'est que ça pose problème. En réalité, vous verrez quand même qu'il y a des efforts, et même au niveau de notre ministre, c'est bien lui qui avait délégué même les directeurs de l'élevage. N'oubliez pas, c'est la collaboration entre votre... Oui, ça va, je voulais vraiment passer moi avec les textes comme l'honorable a dit. Au niveau de la collaboration, nous avons une expérience positive à travers le programme multisectoriel de nutrition et de la santé. Ce programme nous facilite la convergence des interventions du terrain. Vraiment, chaque secteur contribue et c'est ça et l'efficacité dans ce terrain. Mais il y a aussi quelques difficultés encore au niveau aussi encore de cette approche-là multisectorielle. Parce que comme monsieur le secrétaire général de la santé le disait tantôt, c'est le ministère de la Santé qui portait encore tous les facteurs. Mais il y a encore un problème parce que cette multisectorialité-là pose encore un problème au niveau de la rationalité aussi des moyens. Parce que vous conviendrez avec moi que les résultats est fonction des moyens mis à la disposition des différents secteurs. Mais il faut voir maintenant quelles sont les enveloppes allouées à d'autres secteurs. C'est que la difficulté qui n'est pas des secteurs qui viennent accompagner d'autres secteurs. C'est-à-dire, s'il y a des secteurs qui reçoivent suffisamment de moyens et il y a des secteurs qui ne reçoivent pas aussi assez de moyens, c'est que cette approche-là pose beaucoup de problèmes parce qu'en principe, les moyens pourraient aussi limiter les niveaux d'intervention de nos secteurs. C'est ça le plus grand problème que ça pose. Merci bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Ok, quelques mots. On commence à chuter. Voilà, donc il a tout dit. C'est d'abord la question des moyens. Il y a le secrétaire qui a insisté sur le besoin d'être suffisamment communiqué pour que chaque partie prenante sache sa responsabilité. C'est vrai, on a entendu parler d'un projet. C'est un projet, une portée limitée du point de vue géographique et du point de vue du temps. Et sur la question de l'alimentation, de la nutrition, il y a de nouvelles thématiques qui sont émergentes et que le projet n'a pas forcément pris en compte. Aujourd'hui, on parle système alimentaire. On parle système alimentaire. Ce sont des dimensions qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de ce projet-là. Et pourtant, des éléments clés sur lesquels il faut maintenant travailler. Parce que ce qu'on n'a pas dit ici, quand vous regardez le bilan alimentaire, nous sommes largement déficitaires sur les principales spéculations que nous consommons pour manger. Il y a des études qui prouvent, et je crois que le directeur va le confirmer aussi, qu'il y a certaines zones dans ces pays ici, là où quelqu'un fait 6 mois sans manger de protéines d'origine halieutique ou alimentaire. Pourtant, nous sommes en train de parler de diversité de l'aliment pour assurer une bonne nutrition pour certaines couches de la population. Donc, la question des moyens se pose. Il y a Madame Déa qui a parlé, c'est vrai, du cadre institutionnel qui est mis en place. La question c'est, est-ce qu'il est maintenant adapté, n'est-ce pas, aux nouvelles thématiques qui sont émergentes actuellement, par exemple. Donc, c'est toutes ces questions-là, je pense que le forum ici, c'est vrai, c'est déjà bien, donne l'espace pour échanger, voir un peu comment est-ce qu'on améliore cette gouvernance, comment on renforce la communication, comme le secrétaire l'a insisté, mais aussi la question des moyens qui sont alloués aux différents secteurs. Voilà, ça c'est vraiment un problème clé. Le pays a par exemple pris des engagements pour dire ok, pour le secteur agricole, nous allons consacrer 10% de notre budget pour renforcer la production, accroître la productivité de toutes les filières prioritaires au niveau du pays. Ça pose encore problème. Et à
chaque fois, on a du mal quand on doit se tenir devant des gens pour dire nous avons 25 millions, 26 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire, phase humanitaire. Ça nous gêne. C'est vraiment honteux au regard des ressources que nous pouvons mobiliser, au regard des potentiels qu'on peut avoir. On est chaque fois à revenir sur ces chiffres-là, parce que quand on dit 25 millions, des fois on n'est peut-être pas conscient, mais c'est énorme, c'est costaud. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci bien. Alors, pour terminer, chacun de vous aura 1 minute. Est-ce que l'approche multisectorielle est faisable? Quels sont les préalables, peut-être, selon vous, pour vraiment l'effectivité et la réussite de cette approche? En 1 minute, c'est la conclusion avant que l'on puisse donner la parole à la salle. Merci beaucoup. Moi, je pense que l'approche multisectorielle est réalisable. Est réalisable du fait que, d'abord, nous devons être sincères. Là, j'interpelle un peu nos partenaires aussi. J'interpelle nos partenaires, surtout d'associer le Parlement. Le Parlement, par rapport au rôle que nous jouons. Nous avons ratifié à beaucoup de lois, des lois de prêt. Mais nous, le parlementaire, en réalité, nous ne voyons pas ce que réellement cet argent, de quoi cet argent a servi. Nous ne voyons pas. Peut-être que ça a bien servi, mais parce que nous ne savons pas, il n'y a pas ce qu'on appelle la transparence. On ne sait pas dire, voilà, le prêt a fait ça. Voilà. Donc je crois que nous, le Parlement, nous devons être associés. Merci, Jason. C'est faisable, selon vous. Il faut davantage associer les parlements. Excusez, pour terminer, je dirais ceci. Le ministère de la Santé est très important. Mais ce qui est très important, c'est de résoudre les problèmes de la malnutrition en Afrique. Si les humains, les gens mangent bien, ils tombent pas malades. Les gens tombent malades parce qu'ils ne mangent pas bien. Ça, je peux dire ça. Merci bien. Il est vrai que la mauvaise nutrition altère la santé, oui. Oui. Oui, Le coordonnateur de l'UGT. la multisectorialité est faisable. C'est vrai, c'est bien déjà qu'il y a le plan stratégique multisectoriel qui est en cours de finalisation. Mais je voudrais dire, au-delà des ressources des partenaires, c'est aussi au gouvernement de mobiliser des ressources domestiques parce qu'il est clair, on ne peut pas faire de bons plans multisectoriels si nous ne mettons pas nos propres ressources. Nous savons comment les ressources des partenaires viennent. Tout à l'heure, j'ai parlé du scoop géographique, j'ai parlé de la chronologie. Donc, c'est de l'argent qui vient, faut allouer à une province spécifique pour une période donnée. Et la question de malnutrition, c'est un travail de tous les jours. Ça ne peut pas se résoudre avec des projets. Donc, on doit, au niveau national, travailler déjà pour mettre en œuvre le plan stratégique que nous sommes en train de finaliser et que ce plan stratégique soit vraiment l'outil fédérateur qui va permettre à tout le monde de s'aligner pour apporter une réponse à cette problématique de la malnutrition qui mine notre pays. Merci. Elle est faisable si, ensemble, nous avons maintenant un plan stratégique multisectoriel où chaque secteur a ses interventions pour intervenir. Elle est faisable si nous mettons chaque personne à sa place pour apporter dans son secteur. Elle est faisable si à chaque niveau, chacun de nous prenne ses responsabilités pour dire que faire pour sauver la vie du peuple congolais. Merci. Merci. Et monsieur le secrétaire général de la santé. Je crois que, comme on l'a dit, je ne suis pas pessimiste. J'aurais surpris toute la salle si je disais qu'elle n'est pas faisable. Elle est réellement faisable. Mais il y a des préalables. Moi, les préalables, c'est
Le plan stratégique, c'est vrai, c'est un document, un beau document qui est élaboré, mais qui, à un moment donné, il faut vraiment le désagréger et faire en sorte que la notion des cahiers des charges de chaque secteur, ça doit être très clair. Et ajouter à ça une notion critique, c'est la notion de redevabilité. Parce que s'il n'y a pas de redevabilité, ça reste vain. Multisectorialité, on va chanter multisectorialité. Mais est-ce que, jusqu'à quel niveau, chacun a rendu compte de ce qu'il était appelé à faire? Dominique a dit, le coordonnateur de l'unité de gestion PDCS. C'est vrai qu'on a des appuis extérieurs, mais le plus important, c'est d'abord compter sur les appuis propres, le financement domestique. Et pour que ces financements domestiques, parce que souvent il y a une adéquation entre, quand vous regardez les budgets des secteurs, par rapport au plan stratégique, il y a une adéquation. C'est ça un peu parce que, de mon point de vue, le plan stratégique devrait être un instrument de la base et comme base de planification budgétaire. Parce que si on élabore un plan stratégique, on a des interventions avec des coûts, parce que les coûts économiques, et puis après dans les budgets, il y a d'autres priorités qui sont au-delà de ce qu'on a retenu et qu'on ne fait pas les plaidoyer le moment venu lorsqu'on défend les budgets pour que ce qu'on a aligné dans le plan stratégique soit prioritairement pris en charge, c'est difficile. Et on devrait même changer d'approche parce qu'il y a des séances de négociations budgétaires. C'est vraiment très difficile cet exercice. Tous les secteurs, chacun veut avoir un morceau. Et pourquoi on ne veut pas ensemble autour de la question de nutrition pour dire voilà, nous le ministère de la Santé, nous le ministère de l'Agriculture, la pêche, l'éducation, les finances et autres, pour dire voilà, voici nos priorités. Est-ce que si on regarde les budgets, tout ce que nous avons aligné apparaît clairement dans ce budget? Ça, il faut innover de cette côté. Le problème est tellement. Merci. Face à l'agriculture, allez-y. Je crois tout a été dit. Il faut mobiliser suffisamment de ressources. Nous avons tous compris qu'il n'y a pas de secteur plus important que l'autre et que chaque secteur doit correctement jouer son rôle. C'est ça la notion de la Et quand on parle de multisectorialité, et ça doit être aussi effectif dans le fonctionnement des différentes institutions, qu'il n'y ait pas de... Voilà, on décloisonne un peu le fonctionnement des institutions, parce que les autres l'ont fait, ils ont réussi à régler leurs problèmes, et nous aussi on peut le faire. Donc il faut qu'on travaille sur ça, sur le décloisonnement du secteur, pour que chacun joue correctement sa partition. Ok, merci. Décloisonnons les secteurs. Oui, la pêche. L'approche est faisable, mais avec des préalables. D'abord, comme préalable, il faut qu'il y ait un dialogue à l'interne entre les différents secteurs. Comme autre préalable, il faut qu'il y ait la volonté politique. Cette volonté politique doit se matérialiser à travers les allocations budgétaires au secteur sensible à la nutrition. Et on ne doit pas seulement se limiter aux allocations, mais il faut aller jusqu'au niveau des taux d'exécution. Parce que si vous voyez les différents terroirs aussi de réduction des comptes, il faut voir les taux d'exécution budgétaire au niveau des secteurs sensibles à la nutrition. Et comme d'autres intervenants venaient déjà de le dire, la réalité de la réussite de cette approche doit toujours être aussi la façon dont nous aussi nous devons aussi assumer nos responsabilités, chacun à son niveau, au niveau de chaque secteur. Nous devons assumer nos responsabilités. Et les partenaires qui nous accompagnent aussi, ils doivent aussi voir comment aussi rationaliser les interventions à travers plusieurs secteurs. Il n'y a pas un secteur important, mais il faut qu'il y ait convergence des interventions. Merci. Nous vous remercions. Alors, nous allons rapidement passer la parole à deux intervenants dans la salle. Deux seulement, malheureusement, pour pouvoir gagner en temps. Okay. Oui, alors, nous allons donner la parole là. Et là, vous pouvez regarder au point là-bas. Et puis, la deuxième personne, ce sera M. Chalbuc.
réclamer. Merci. Comme ça, on prendra vraiment ici à... Oui. Merci pour la parole. Je suis l'honorable Gilbert Bokungu, je suis le président de l'Assemblée de la province de la Chopo. Je voulais intervenir dans le cadre de la question qui nous préoccupe tout à l'heure. J'ai aimé le groupe du panel qui évoque la question de la planification du plan stratégique. Mais la population est en train d'évoluer comme des enfants non accompagnés, dans le sens que même les paniers de ménage posent problème. La femme du ménage ne sait pas qu'est-ce qu'elle va se procurer au marché en termes d'aliments qui peuvent équilibrer, n'est-ce pas, la restauration au niveau de la maison. Donc, bien qu'il y aura des interventions d'argent, d'abord au niveau de nos villages, nos cultures ont vieilli. S'il s'agit de cultures ou des semences, ce que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, ce ne sont pas les bonnes semences. Ça, c'est un fait, ça, c'est du côté de l'agriculture. Mais la population est en train de cultiver sans accompagnement. On ne sait pas quelles semences on peut prendre et on ne sait pas conseiller à la population quels seraient les contenus du panier du marché. Et aussi, quand on était dans les forums par rapport à la vaccination, le chef de l'État avait insisté que tous les partenaires d'appui technique et financier aient des fonds sécurisés par rapport à toutes les interventions pour qu'on atteigne l'objectif de la couverture santé universelle. Est-ce qu'ils sont en train de mettre en place les moyens pour accompagner toutes ces différentes interventions? Est-ce que la population, comment elle sera accompagnée? Il n'y a pas un mécanisme de communication pour que la population comprenne quand on doit constituer les paniers du marché, qu'est-ce qu'on doit acheter. Mais nous avons tout, mais que la population soit au moins informée de quelle manière d'aliments les paniers, la femme qui ménage, doit aller avec ça au marché pour pouvoir avoir un aliment équilibré au niveau du foyer. Ça peut réduire la malnutrition sans qu'il y ait des interventions des centres nutritionnels et autres. Et puis que ces échanges. Ok, donc ça c'est une contribution, je n'ai pas noté la question. Oui, c'était ici. Et finalement, on prendra madame. Alors, pour les autres, faute de temps, vous allez noter vos questions par écrit et passer au protocole à côté de vous. On remettra aux panélistes qui vous répondront et vous trouverez les réponses sur les sites. S'il vous plaît, monsieur le secrétaire. Merci, monsieur le modérateur, et vraiment bravo au panel. J'ai énormément apprécié cette discussion. Moi aussi, c'est une contribution que je veux me soumettre parce qu'il y a un message qui ressort d'une interprétation de la série 27-2013 qu'il faut peut-être nuancer que les interventions spécifiques ne résolvent que 20% de la malnutrition. Ne résolvent que 20% de la malnutrition. Il faut nuancer ce message. En résumé, en fait, pourquoi on investit dans la nutrition? Dans la nutrition, c'est pour 4 raisons interconnectées. Pour sauver les vies, pour éviter les handicaps évitables, pour améliorer le développement cognitif et améliorer le développement physique. La série 27 a démontré que les interventions spécifiques peuvent résoudre à peu près 55% des décès naturels de la malnutrition, mais peuvent résoudre que 20% de retard de croissance. Et avec les nouvelles innovations dans les interventions spécifiques telles suppléments à micronutriments multiples, les suppléments à base lipidique, et puis toutes les innovations sur la prise en charge, cette contribution à la réduction de la mortalité est encore plus importante. Et je dis ça parce que avoir un message que les interventions spécifiques ne résultent que 20% de la malnutrition peut vraiment dévaloriser l'apport du système de santé. C'est important pour minimiser les apports des autres secteurs, mais il ne faut pas essayer, il faut nuancer. Et un des messages clés de la série 27-2021, c'est que parmi les priorités pour accélérer l'impact, c'est quand même donner les moyens et la rétribution au secteur de santé pour la mise à échelle de ces interventions spécifiques. Donc c'est ça la contribution que je vais apporter. Merci. Ok, merci pour cette précision. Et finalement, on prend la... J'espère que c'est la question.
Une question, une réflexion, et puis il nous est permis de sortir tout ce que nous voyons sur le terrain pour pouvoir partager. Je suis docteur Eugénie Misenga, chef d'EPS Kasaï Central. J'aborde le sujet dans le sens de la disponibilité des aliments. Une enquête a été menée dans notre province, je crois dirigée par PAM, si je me rappelle encore, sur les 36 aliments qu'on devait trouver sur le marché de Kananga, il n'y avait que 6. 6 sur 36. Donc, je me demande comment est-ce qu'on va résoudre le problème de la malnutrition, même si nous sommes en train de bien discuter, nous mettons en œuvre des projets multisectoriels que nous sommes en train de mettre en œuvre. Mais au marché, à Kananga, il y a 6 aliments sur 36. Vraiment, c'est concret. Il faut qu'on travaille sérieusement. Maintenant, un des questionnements qui me vient en tête, mobiliser plus de ressources, que chacun joue sa partition par son secteur. J'entre directement dans le secteur de l'agriculture, pêche et élevage. Loin de moi l'idée de vanter les systèmes de santé qui est déjà peut-être un peu plus avancé, plus organisé, jusqu'au niveau opérationnel. Est-ce qu'au niveau du secteur, l'unité opérationnelle de la décentralisation, les secteurs, est-ce que les chefs de secteur ont des prestataires qualifiés et capables de jouer leur rôle dans le comité sectoriel local au niveau de la zone de santé? J'ai cité donc l'agronome du secteur. Dans les villages, lorsque vous passez dans l'animation sur l'amélioration de la manière de faire manger les enfants pour éviter la malnutrition, les mamans vous disent tous nos maniocs sont en train de pourrir. Moi, on m'a posé cette question, je suis médecin. Tous les maniocs sont en train de pourrir. Lorsqu'on sème le maïs, ça ne produit pas, ça ne donne pas. Je n'ai pas de réponse parce que je ne suis pas du domaine. Est-ce que les prestataires de terrain du secteur sont là, disponibles et qualifiés pour accompagner les agriculteurs locaux pour la production et assurer la présence des aliments dans les ménages? C'est un souci majeur pour lequel on doit travailler. Et aussi, mobiliser les ressources. Est-ce qu'au niveau local, parce que nous devons partir de la planification opérationnelle, comme ce que nous faisons au niveau de la zone de santé, est-ce qu'au niveau du secteur, l'agronome du secteur a un plan d'action opérationnel par rapport à la pêche et l'élevage pour accompagner les ménages dans la production et dans la disponibilité des aliments? Il faut qu'on travaille là-dessus pour améliorer la disponibilité. Merci beaucoup. D'accord, merci. Voilà, alors mesdames et messieurs les panélistes, la question c'est celle-là. Est-ce qu'au niveau de l'agriculture, du pêche et l'élevage, est-ce qu'au niveau du secteur, on a des prestataires qualifiés? Est-ce qu'ils ont un plan? Alors, si vous pouvez réagir par rapport à ça. Bon, ce qui est vrai que au niveau des secteurs, il y a des secteurs là où il y a des prestateurs qui sont qualifiés et il y a des secteurs là où il n'y en a pas. Mais par rapport au secteur de la santé, c'est là et c'est en fonction de l'appui que le ministère de la Santé aussi a bénéficié. Le ministère de la Santé a bénéficié de beaucoup d'appui. Mais vous voyez, il y a nos prestataires qui sont qualifiés là-bas, mais pour faire même l'itinérance, ils ont des problèmes. Vous arrivez là-bas, nous à notre époque, les moniteurs agricoles, les vétérinaires, même au niveau du village, ils avaient des vélos. Mais aujourd'hui, ils n'ont rien, ils vont se déplacer comment? Il y a un problème de moyens, il y a un problème de renforcement des capacités de ces prestataires. Il y a même des agronomes, des vétérinaires qui sont nouvelles unités qui ne sont pas payés, qui ne sont pas motivés. Merci pour la question. Je crois, de mon point de vue, c'est une erreur de comparer le fonctionnement du système de santé au fonctionnement du système de l'agriculture.
ou de la pêche élevage de façon générale. Je crois que ce serait une erreur parce que vous allez voir un peu à côté de la dimension institutionnelle, n'est-ce pas? Ouais. En fait, non, je crois que c'est une erreur, de mon point de vue, c'est une erreur de comparer l'architecture de fonds opérationnel du ministère de la Santé à celui de l'agriculture. Parce que vous allez voir, quand on travaille dans les systèmes de la santé, n'est-ce pas, ils ont une entrée directement dans la communauté, qui sont par exemple de santé, des choses comme ça. Il y a quand même des cadres qui permettent au secteur de santé d'approcher. Le fonctionnement dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et l'élevage, c'est différent. Parce qu'à un certain moment, ça s'arrête, et puis on travaille avec des opérateurs privés, qu'ils soient regroupés en association ou pas, c'est quand même de privé qu'on encadre. Alors, je crois que le plus grand problème, c'est au niveau de l'encadrement et les ressources nécessaires en termes de personnel et en termes de moyens financiers pour exécuter le travail qui doit être fait. Voilà, c'est ça le problème. Juste pour dire que nous devions profiter de la multisectorialité. Comme je dis, il ne faut pas que ce soit comme un slogan. Au-delà des synergies dans les interventions, mais on devrait aussi arriver à ce qu'on appelle une communauté des pratiques. Donc nous devons bénéficier des pratiques des uns et des autres pour pouvoir optimiser notre façon de travailler. C'est ça la valeur ajoutée de la multisectorielle. Sinon, faire autrement, on ne gagne pas. Voilà. Mesdames et messieurs les panélistes, merci beaucoup. Je trouve que le sujet est vraiment passionnant. Nous avons compris qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font déjà dans le sens de cette multisectorialité. Elle est réellement possible.